Dans la formation à la conduite, il y a eu beaucoup d'évolutions techniques dans les voitures depuis de nombreuses années, à commencer par les progrès en termes de fiabilité des moteurs qui permettent aujourd'hui de les utiliser, y compris à très bas régime et avec de fortes demandes d'accélération dès les plus bas régimes. On a eu également, avec l'augmentation de sévérité des normes d'émission, la généralisation sur tout le parc automobile des injections électroniques qui permettent de doser très précisément le carburant, donc de ne pas en gaspiller, voire même dans les cas de levée de pied, par exemple le frein moteur, de couper complètement l'injection et de pouvoir rouler en consommant strictement 0 litre de carburant. En plus de cette évolution naturelle dont toutes les voitures ont bénéficié, on voit se généraliser les comptes tours qui permettent justement de respecter une des règles de l'éco-conduite traditionnelle qui est de dire montez votre rapport de boîte à 2000 tours en diesel, à 2500 tours en moteur essence. On voit également apparaître les limiteurs programmables de vitesse qui permettent de s'assurer que, par exemple, sur autoroute, on ne va pas dépasser 130 km/h sans pour autant être les yeux rivés sur le compteur de vitesse. On voit apparaître de nouveaux systèmes maintenant d'aide vraiment ciblés éco-conduite avec par exemple les indicateurs de rapport conseillé, un petit voyant au tableau de bord qui préconise de monter ou de descendre un rapport de boîte pour utiliser le moteur vraiment dans ces zones de bon rendement. Et au-delà de ces systèmes traditionnels qu'on trouve dans les voitures, j'oubliais aussi par exemple l'ordinateur de bord qui permet de surveiller sa conso à la fois en instantané et en moyenne. On trouve aussi des systèmes basés sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui aujourd'hui, comme par exemple les GPS intelligents, permettent à la fois de déterminer un itinéraire pertinent en termes de temps de trajet, mais également en termes de risque de congestion ou voire même pour les plus avancés de consommation pure, c'est-à-dire d'avoir l'itinéraire qui permet à l'instant où on le demande, d'avoir la consommation minimale. L'éco-conduite, on peut la pratiquer absolument sur tous les véhicules, quel que soit leur niveau de gamme et quelle que soit leur nature. On peut faire de l'éco-conduite avec un 2 roues à moteur, on peut aussi faire de l'éco-conduite avec un poids lourd ou avec un autocar. On peut même en faire, et on commence à travailler ça, sur des engins de chantier ou des bennes à ordures ménagères. Donc tous les véhicules peuvent être éco-conduits, puisque l'éco-conduite, en fait, c'est deux composantes principales qui sont d'une part ne demander que la puissance qui est strictement nécessaire à ce qu'on souhaite faire comme déplacement, et d'autre part, de fournir cette puissance avec le meilleur rendement possible, donc en utilisant le moteur dans ces zones de meilleur fonctionnement. Ces deux axes-là sont à travailler, à réfléchir pour tous les véhicules, qu'il s'agisse de haut de gamme, de bas de gamme. Aujourd'hui, même les plus petites voitures ont généralement un compte tour, et quand bien même elles n'en auraient pas, simplement savoir que il peut être pertinent quand on est à 50 ou 60 km/h en vitesse stabilisée de rouler sur le dernier rapport de boîte de vitesse en cinquième à 50 à l'heure si vous êtes en stabilisé. Le moteur est capable de le faire. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer quelle que soit la voiture et le niveau de gamme de la voiture qu'on utilise. La démarche est exactement la même qu'en voiture, puisqu'il s'agit d'anticiper sur la scène de conduite, d'une part, et d'autre part, d'utiliser son moteur dans les zones de bon rendement. Sur un 2 roues à moteur où on sait que fréquemment les régimes de rotation moteur sont plus élevés qu'en voiture, le potentiel de gain de consommation par l'éco-conduite est encore plus élevé qu'en automobile, puisque si on se force à conduire à bas régime, et un moteur de moto est tout à fait capable de rester à bas régime et de bien fonctionner à bas régime, le gain de consommation par rapport à une conduite naturelle simplement à l'oreille peut être encore plus élevé qu'en voiture, donc dépasser largement les 10 ou 15%. L'hybridation, en fait, c'est une démarche qui consiste à rajouter dans le fonctionnement d'un véhicule motorisé traditionnel de nouveaux paramètres d'optimisation de la consommation. On cherche à rajouter des degrés de liberté. L'hybridation présente le double avantage, d'une part, de pallier les défauts de rendement du moteur à combustion interne. Quand le moteur à combustion interne est mauvais en rendement, alors c'est l'électrique qui prend le pas. Et d'autre part, de ne plus dissiper et gaspiller de l'énergie comme on le fait sur une voiture traditionnelle où, par exemple, quand on freine, on transforme l'élan de la voiture en chaleur, donc on perd de l'énergie. Avec un véhicule électrique et de la récupération d'énergie au freinage, cette énergie, au lieu de la perdre en chaleur, on la récupère dans le moteur électrique qui fonctionne à l'envers comme alternateur, on la transforme en électricité et on peut l'utiliser ultérieurement
sans la gaspiller, sans la perdre. Donc au bilan, l'hybridation permet d'améliorer globalement le rendement de la chaîne de traction, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et en particulier de carburant du réservoir. L'inconvénient principal aujourd'hui, c'est le coût technologique de l'hybridation, puisqu'aujourd'hui, un hybride, forcément, comme je l'évoquais tout à l'heure, on rajoute au moteur à combustion interne un moteur électrique, donc on rajoute des composants chers, des composants complexes. Il y a également besoin d'une batterie qui soit plus puissante et plus grosse qu'une batterie traditionnelle de démarrage de voiture. Donc le premier inconvénient de l'hybridation, c'est d'abord son coût, son prix de revient, et donc le coût pour le consommateur. La voiture la plus éco-citoyenne, c'est celle qui reste au garage, bien évidemment. Une voiture éco-citoyenne, c'est d'abord une voiture qui est bien entretenue, de façon à garder toutes ses performances environnementales d'origine. La première question à se poser, c'est avant tout de savoir quel usage vous allez faire de votre voiture ou de votre véhicule au sens large. Est-ce que ça va être beaucoup de petits trajets ou au contraire des grands traits d'autoroute ? Auquel cas, il peut être pertinent, ne serait-ce qu'économiquement, de choisir entre du gasoil ou de l'essence. Aujourd'hui, la qualité de l'air en ville est plus impactée par les émissions des véhicules diesel que par les émissions d'un véhicule essence. On peut donc proposer aux gens qui restent essentiellement en zone urbaine de privilégier un moteur à essence plutôt qu'un moteur gasoil. Il y a également un certain nombre d'alternatives qui existent, comme le GPL ou un peu plus marginalement le gaz naturel véhicule. On trouve à la pompe ce qu'on appelle le 85, donc du carburant avec une forte teneur en alcool. Donc tous ces carburants-là sont accessibles, sont disponibles. Il n'y a pas un carburant qui est meilleur que les autres, il y a un carburant qui est plus ou moins adapté à l'usage qu'on fait de sa voiture. L'évolution de l'offre des constructeurs automobiles aujourd'hui est très marquée par la prise de conscience des enjeux environnementaux. Donc on observe par exemple en France que les ventes de voitures neuves se reportent très sensiblement sur les véhicules faiblement émetteurs de CO2, donc les véhicules les plus faiblement consommateurs, les plus sobres. Donc c'est clairement dans cette direction-là que l'offre des constructeurs va évoluer vers des véhicules qui seront moins consommants, qui seront éventuellement, avec l'apport de l'hybridation, moins bruyants, puisque la propulsion électrique est plus silencieuse que la propulsion par moteur thermique. Et très vraisemblablement, au-delà de l'offre de véhicules en tant que telle, une ouverture vers des systèmes de mobilité ou des offres de mobilité où, plutôt que de posséder sa propre voiture, on aura recours à des sociétés de services qui nous proposeront une solution pertinente pour notre besoin de déplacement.